Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, ouais, ouais. C'est bon. C'est bon. On commence, Inch'Allah, la deuxième séance qui sera consacrée aux structures de données, Python, notamment les quatre types, les listes, les sets, les tables et les dictionnaires. Donc, nous avons vu dans la séance précédente l'utilisation des variables, telles que on a notamment vu quatre types de variables, les textes, les entiers, les floats et les booleans, qui prend soit true, soit false. Nous avons également vu brièvement les listes qui sont utilisées pour stocker une collection de données qui peut être de n'importe quelle taille et de n'importe quel type. Donc, parfois, on stocke des données dans des variables individuelles. Par exemple, ici, si on prend l'exemple d'une épicerie, donc je peux stocker les données dans des variables individuelles, chaque article séparé, ou bien je vais stocker toute la course dans une seule liste. D'accord? Cet exemple, c'est pour savoir, ou là, pour faire montrer le bénéfice de l'utilisation des listes et des structures de données. Donc, la première approche, c'est pour chaque article, j'utilise une variable. La deuxième approche, c'est utiliser les listes et les collections pour tous les articles que vous avez. Donc, bien sûr, c'est la deuxième méthode, la deuxième approche sera la plus utile. Tout simplement parce qu'elle sera plus flexible. D'accord? Donc, on attend un peu pour la connexion de notre notebook. Donc, c'est bon, j'ai des articles séparés et j'ai une liste d'articles. Donc, je vais définir deux fonctions. La première, pour afficher tous les éléments que vous avez dans ces articles-là. Et la deuxième, c'est d'afficher tous les éléments que vous avez dans la liste. D'accord? Donc, j'ai ici la première fonction qui prend comme paramètre 5 articles, 5 paramètres, 5 variables. Et pour chaque variable, je vais afficher son contenu. D'accord? Et la deuxième fonction, c'est une fonction qui va itérer sur la liste et à chaque fois va afficher le contenu ou un élément de la liste. Donc ici, je vais appeler la première fonction en introduisant tous les articles que vous avez. Donc j'ai 5 articles ici, donc il va afficher les 5 articles. Le même travail via l'utilisation de la liste. J'ai seulement introduisé une seule variable qui est une liste. Donc, c'est le même résultat. J'ai le même résultat. Donc, en utilisant les listes, c'est plus efficace car, premièrement, le code est court par rapport au premier code. Et deuxièmement, ici, vous devez obligatoirement saisir le même nombre de paramètres. Ici, j'ai 5 paramètres, donc il faut donner 5 paramètres. Et si je veux, par exemple, acheter seulement deux articles, donc je dois par conséquent créer une autre fonction qui affiche seulement deux articles. Mais par contre, ici, je peux introduire dans cette liste n'importe quel nombre d'articles que je veux. Donc, les collections ou bien les containers peuvent être utiles pour résoudre des problèmes avec des données complexes. Python fournit plusieurs types de containers que nous allons explorer par la suite. Donc, on a les listes, les tuples, les sets, les dictionnaires, ces quatre types, d'accord? Que nous allons explorer. Chacun a des propriétés et des structures différentes. Donc, les listes, ça diffère en trois critères. Le premier, c'est est-ce que ordonné ou n'est pas ordonné. Le deuxième, est-ce qu'il est mutable ou pas. Et le troisième, est-ce qu'il est hétérogène ou pas. D'accord?
ces trois volets de différence qui auront ces collections-là. D'accord? Donc, on va entamer par la plus simple, c'est des listes. Donc, premièrement, les listes sont créées via l'utilisation des crochets. D'accord? Ici, j'ai une liste d'entiers et ici, j'ai une liste des floats. D'accord? Donc, on utilise les crochets pour déclarer les listes et on sépare chaque élément de la liste par des virgules. D'accord? Ici, pour la première liste, j'ai un 2 3 4 5 5 éléments. Et la deuxième liste, j'ai un 2 3 4 éléments. D'accord? Je vais afficher le contenu de chaque liste. Je peux même savoir le nombre d'éléments que j'ai dans chaque liste en utilisant le mot-clé len. Le mot len, c'est pour afficher le nombre d'éléments que j'ai dans la liste. Donc, pour la première liste, j'ai 5 éléments. On peut, bien sûr, puisque la liste est hétérogène, donc on peut utiliser des listes à l'intérieur de d'autres listes. D'accord? Par exemple, ici, j'ai une liste de listes. La première liste, c'est la liste d'extérieur. Et j'ai trois listes à l'intérieur. La première contient des chaînes de caractères, la deuxième des entiers et la troisième des booléens. D'accord? Donc ici, combien j'ai d'éléments dans la liste? J'ai trois éléments. Si je mets len, donc j'ai trois éléments et chaque élément est sous forme d'une liste. Donc la liste Python est décrite comme hétérogène. Cela veut dire que je peux introduire des objets qui sont mixtes. Par exemple, ici, premièrement, je vais vous donner une question. Combien j'ai d'éléments dans cette liste-là? Iter contient combien d'éléments? Quatre éléments. Cinq, huit. Donc, les éléments sont séparés entre eux par des virgules. Donc, cette liste-là, c'est un seul élément. Un, mot, c'est un deuxième, le troisième, et ça, tout entier, c'est le quatrième. Donc, j'ai quatre éléments. Je peux utiliser le mot-clé len pour ça, pour vérifier. Donc, j'ai quatre éléments, d'accord? Et chaque élément peut être une liste, un entier, n'importe quel type, autre type. Donc, ça, on appelle les listes sont hétérogènes, car elles peuvent avoir des objets qui sont mixtes. Donc, lorsqu'on le met dans une liste, dans un ordre particulier, cet ordre reste tout au long de l'utilisation de la liste. Ça veut dire la liste est, on l'appelle, c'est la liste est ordonnée. D'accord? On dit que la liste est ordonnée. Ça veut dire qu'on peut accéder à chaque élément par l'indice. Ordonnée, ça veut dire l'utilisation de l'indice. Donc, on peut utiliser l'indice pour accéder à chaque élément de la liste. Par exemple, ici, j'ai une liste. Là, je vais réexécuter le code. J'ai une liste de fruits, là, de légumes. Un, 2, 3, 4, 5 d'alimentation. Donc, je veux là, accéder au deuxième élément. Est-ce que c'est vrai que ce que je viens de dire là? Est-ce que ça, c'est le deuxième élément? Non, c'est le troisième élément. Là, c'est l'élément à l'indice 2. Et puisque on commence par l'indice 0, donc 0 c'est le premier élément, 1 c'est le deuxième élément, et 3 c'est 1 c'est le 0. Ça veut dire le premier élément. 1 ça veut dire le deuxième élément, et 2 ça veut dire le troisième élément. On dit que les listes sont 0 indexées. Ça veut dire le premier élément est dans l'indice 0. D'accord? Là, si je mets 0, il va retourner pomme. D'accord? Pomme. Il est à l'indice 0. Oignon, il est à l'indice 1. On dit l'indice 1
et on ne dit pas la position, le premier élément. D'accord? Il faut faire attention à cette notion-là. Tout simplement, on commence par 0. Donc l'indice l'élément à l'indice 0, c'est pomme, l'élément à l'indice 1, c'est oignon, et ainsi de suite. Nous pouvons aussi utiliser le principe du slicing. Ça veut dire le slicing, c'est une petite partie de l'élément global. Ça veut dire une petite liste de la liste globale. Le slice, ça vient du même principe de pizza, quand une slice, une petite partie. Donc c'est le même principe. D'accord? Le slice, je vais utiliser le début et la fin. Le principe du début et de la fin. Je commence par exemple ici, je veux un slice de 1 à 4. Donc donnez-moi les éléments, là une partie, une petite liste qui commence de 1 et se termine par 4. Avec le 4 est exclu. Le 1 inclut, le 4 non. D'accord? Donc combien j'aurai d'éléments ici dans ce slice? J'aurai le 1, l'élément à l'indice 1, l'élément à l'indice 2 et l'élément à l'indice 3. Donc le quatrième n'est pas pris en considération. D'accord? Et ici, j'ai 3, 2 points et je n'ai pas de nombre ici. Ça veut dire jusqu'à la fin. Donc j'ai du 3 à la fin, du troisième élément à la fin de la liste. Donc, c'est bon? On a la liste principale. Donc le troisième élément, c'est poisson. Il est à la position numéro, il est le troisième, pardon, le quatrième élément, il est à la position 3. Donc de 3 à la fin. D'accord? Donc Python a également une syntaxe d'indexation négative qui permet d'accéder à la liste depuis la fin. Donc je mets le moins pour accéder depuis la fin. Donc l'indice -1, ça veut dire le dernier élément. Donc là, j'ai une liste, j'ai affiché une liste, puis j'ai l'élément à l'indice -1, c'est-à-dire le dernier élément, c'est le lait, et j'ai un slice, -1 jusqu'à la fin. Puisque la fin, c'est aussi le -1, donc il a retourné un seul élément. Donc c'est une slice avec un seul élément. C'est un élément, c'est une slice. C'est pour cela que j'ai là une liste. Le slicing, on peut savoir est-ce qu'on a utilisé le slicing ou pas par les 2 points. Si vous avez les 2 points, donc vous avez du slicing. Ça veut dire que vous avez une petite liste. Pour l'indexation, donc on a l'indexation et le slicing. L'indexation, il n'y a pas de 2 points, donc un seul élément. Le slicing, on peut avoir 0 élément jusqu'à n'importe quel nombre d'éléments. Slicing, le découpage, c'est la même chose. Donc là, le slicing, on utilise ces trois mots, cette syntaxe. On a le début, la fin et le pas, qui sont séparés par les 2 points. D'accord? Le début, la fin et le pas. Si vous ne donnez pas le début, c'est 0, 0 automatiquement. Si vous ne donnez pas la fin, c'est la longueur de la liste automatiquement. Si vous ne donnez pas le pas, c'est 1. Automatiquement, c'est 1. Par exemple, ici, 2 points, 2 points, 2. Cela veut dire que je commence par 0, parce que je n'ai pas donné de nombre, jusqu'à la fin de la liste, avec un pas de 2. Maintenant, le slicing négatif, j'ai commencé par le quatrième élément, l'élément à l'indice 4. غنبقى نعمل شويه المهم تبقوا فاهمين بان si je dis le quatrième élément, c'est rien تجاوزا وصافي ما هو راه l'élément à l'indice numéro 4. Ça veut dire le cinquième élément. Donc 4, je commence par le cinquième élément jusqu'à le premier avec un pas de -1, c'est-à-dire le retour en arrière. Donc si vous utilisez le pas négatif, donc le début sera plus grand que la fin.
Donc là, j'ai la liste entière. La deuxième ligne, j'ai les éléments du début à la fin avec un pas de 1. Donc j'aurai le premier, avec un pas de 2, pardon. J'aurai le premier, oui, c'est pomme, le troisième et le cinquième. Et ici, le quatrième élément, c'est le lait. Et un pas de 1, c'est poisson, riz. Donc j'ai itéré sur la liste depuis la fin. Donc c'est ça la syntaxe, début de point fin, de point pas. Donc, nous pouvons bien sûr récupérer les informations d'une liste via l'utilisation des boucles. Donc, je vais boucler sur la liste via le mot-clé in, for in. Donc, for in, à chaque fois la liste vous retourne un seul élément et vous faites le code que vous voulez. Par exemple, ici, je veux afficher. Donc, c'est ça la syntaxe for element in list. Donc, on peut utiliser l'indice. هنايا, on n'a pas utilisé d'indice. Donc, أنا عندي الاستعمال فقط, je veux juste l'élément. Je n'ai pas besoin de son indice. Donc, je peux utiliser cette syntaxe. Mais si je veux aussi l'indice, donc il faut utiliser le principe ADA. Donc, j'ai for i in range à la fonction vous retourne les éléments que vous voulez dans un rang donné. Donc, range prend aussi trois paramètres. Donc, le premier, le deuxième et le troisième. C'est le même principe qu'ici, séparé par une virgule. Donc, j'ai le début, c'est 0. La fin, c'est la longueur de la liste. Et le pas, c'est 2. Donc, puisque la longueur de la liste, c'est 5, donc j'aurai 0 avec un pas de 2, donc j'aurai 0, 1 et 1, 3, 5. Avec le 5 est exclu. Donc, print, je vais afficher l'indice et l'élément qui est dans l'indice euh, de la liste. Pardon, 0. 0, pomme, 2, riz et 4, lait. Donc ici, pour l'utilisation de l'indice, si vous en aurez besoin de l'indice, donc il faut utiliser cette syntaxe-là. Donc, la fonction range vous retourne des données dans un rang ou dans un intervalle donné avec le pas que vous voulez. Par exemple, ici, elle va retourner les éléments de 0 à 10 avec un pas de 3. On a les éléments de 104 à 100 avec un pas de moins 1, c'est-à-dire retour en arrière. Ici, par contre, j'ai utilisé un seul paramètre, le 5. Pourquoi là, j'ai utilisé un seul paramètre? Donc, range, comme on a dit, prend comme paramètre trois éléments. Donc le début, la fin et le pas. Si vous donnez un seul élément, il sera interprété comme la fin. Donc, vous pouvez ne pas donner le début, puisque le début, c'est bien sûr, par défaut, c'est le 0. Vous pouvez ne pas donner le pas, par défaut, c'est 1. Mais la fin, il faut donner la fin. D'accord? Donc, pour afficher les éléments de range, il faut utiliser la boucle for. D'accord? Donc, je peux dire for i in range de 5, deux points, print i. Donc, il va afficher l'élément de 0 à 4. Le 5 est exclu, comme on a dit. Si je donne ceci, donc on a 104, 103, 101 et 100, 200. Le même pour 0,10 avec un pas de 3. Donc, on peut également utiliser l'indexing, le slicing. Vous savez maintenant la différence entre les deux pour remplacer les éléments de la liste. Je peux remplacer les éléments de la liste. Enfin, puisque la liste est
mutable, c'est-à-dire on peut la modifier. Donc ici, j'avais une liste de 5 éléments. J'ai pris l'élément, le dernier élément, et je l'ai changé par orange. D'accord? J'ai changé le dernier élément qui est D par orange. Et ici, dans cette ligne-là, j'ai pris le slice de 1 à 3, c'est-à-dire le 1, le 2, et je les ai changés par ces deux données. D'accord? Donc, on peut utiliser l'indexing. Ici, j'ai utilisé l'indexing pour changer. Ici j'ai utilisé le slice. On a lait échangé par orange. On a poisson, riz et poisson. Donc, le 1 et le 3. Donc, oignon et riz sont remplacés par carottes et couscous. Donc, puisque nous avons modifié les listes après leur création, nous les appelons mutables. Donc, les containers, ou les conteneurs, les collections, puisqu'on les modifie, on dit qu'ils sont mutables. Quelque chose modifiable, c'est-à-dire mutable. N'est pas modifiable, ça veut dire immuable. Donc, cela signifie qu'on peut les modifier par la suite. La modification comprend soit la suppression, la modification en elle-même, l'ajout, ou bien le tri, c'est-à-dire le sorting. Mais on va voir par la suite pour les tables qui sont immuables, ça veut dire on ne peut ni ajouter, ni modifier, ni supprimer, ni trier les éléments des tables. Donc, une autre façon de modifier la liste, c'est d'ajouter des éléments. Donc, on fait l'ajout par la fonction append. Donc, append va ajouter l'élément à la fin de la liste. D'accord? Mais si je veux ajouter deux éléments, est-ce que append sera aussi le bon choix? Donc, on va voir. J'ai la liste premièrement, j'ai ajouté cet élément, mais lors de l'ajout des deux éléments en même temps avec la liste, ils sont ajoutés de cette manière. Moi, je ne veux pas ces deux crochets. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, Python vous donne une autre possibilité, c'est d'utiliser la fonction extend. Donc, pour extend, il prend chaque élément et l'ajoute à la liste. C'est-à-dire, il boucle sur cette petite liste que vous avez donnée et ajoute un élément à chaque fois. Donc, il y a une différence entre append et extend. Append vous ajoute l'élément tel quel. Donc, vous m'avez donné des caractères, je vais l'ajouter à la fin de la liste. Vous m'avez donné une liste, je vais l'ajouter tel quel à la fin de la liste. Mais extend prend boucle sur la liste que vous avez donnée et ajoute chaque élément de la liste à la liste en question. Donc, pour supprimer un élément de la liste, on utilise soit del, ça veut dire delete, del, et vous donnez l'indice de l'élément à supprimer. C'est-à-dire, en premier plan, vous pouvez même utiliser une fonction qui s'appelle pop. Pop, et vous donnez l'indice, va supprimer l'élément en question. Mais la seule différence, c'est que pop vous retourne l'élément supprimé. Alors là, par exemple, si je mets comme ça, je vais supprimer le dernier élément de la liste. Donc, il va le retourner par la suite. Ah ouais. Il vous dit que j'ai supprimé le dernier élément qui est le lait et le voile. Une autre mutation peut aussi effectuer, on peut aussi effectuer le tri ou le triage d'une liste via la fonction sort. Donc, je vais trier la liste. Donc, j'ai quatre éléments. Oignon était à la deuxième position, il devient à la première position, ainsi de suite. Donc, à cause de la flexibilité de la liste,
Flexibilité, ça veut dire ordonné. Je peux indexer via les indices et les slices. Hétérogène, je peux introduire des objets qui sont mixtes. Mutable, ça veut dire modifiable. Donc, nous devons faire attention aux changements que nous apportons à la liste, car ils peuvent être très imprévisibles. Nous pourrions perdre des données. Donc là, j'ai un petit exercice. Et étant donné deux listes d'entiers, je vais les donner ici pour ne pas. Écrivez un programme Python qui crée une nouvelle liste contenant les éléments communs aux deux listes. Je vais vous donner la syntaxe des deux listes pour unifier le travail. Donc, je vais utiliser le range. Donc, range de 0 à 20 avec un pas de 2, des listes 1. Je vais utiliser le mot-clé liste pour l'encastrer la caster, pardon, dans la liste. Et puis, je vais utiliser la même syntaxe. Par exemple, de 5 à 30, ou la 25, avec un pas de, avec un pas de 1. La liste 2. Et je vais afficher les deux listes print. Liste 1, print, liste 2. Alors là, j'ai deux listes. Je veux utiliser les deux listes euh, pour créer une autre troisième liste où elle va contenir les éléments communs entre ces deux listes. D'accord? C'est ça la question. Puis la deuxième question, c'est prenez la même liste et sélectionnez tous les éléments, commençant par le dernier élément. Et en troisième plan, changez les deux premiers éléments par d'autres éléments. D'accord? C'est ça l'exercice. On va prendre peut-être 5 ou 6 minutes pour répondre à la question.
On va corriger l'exercice. Il y a plusieurs solutions, bien sûr. On va utiliser la plus simple, c'est-à-dire, je vais boucler sur les éléments de la première liste et poser une question, ou la tester, est-ce que cet élément appartient à la deuxième liste? Si elle appartient à la deuxième liste, donc je vais l'ajouter à une liste que je dois créer vide premièrement. D'accord? Donc, je vais créer une liste vide, liste 3. Pour créer une liste vide, on utilise des crochets vides. Donc, je vais boucler sur la première liste. Je vais dire for element in list 1 et je vais tester est-ce que l'élément est dans liste 2. Si oui, je vais ajouter cet élément à ma liste vide, liste 3. Point, via la fonction append. Donc, élément 1. Et à la fin de la boucle, je vais afficher print. La son print, je vais dire liste 3. Donc, vérifiez vos réponses. Est-ce que ce sont les mêmes éléments? Vous avez la même réponse? C'est bon? La deuxième question, c'est prenez la même liste et sélectionnez tous les éléments en commençant par le deuxième élément, c'est-à-dire le slicing. Donc, je vais sélectionner tous les éléments, liste, là, en commençant par le deuxième élément, c'est-à-dire l'indice numéro un jusqu'à la fin. Donc, la deuxième, prenez la même liste, c'est-à-dire la liste résultante, c'est-à-dire 3. J'ai pris du deuxième jusqu'à la fin. Changer les deux premiers éléments. Euh, je vais les changer. C'est-à-dire, je vais prendre premièrement les deux premiers éléments. Donc, liste 3. Les deux premiers éléments, on utilise 2.2. D'accord? Alors, moi, les deux premiers éléments, je vais les changer par d'autres éléments. Je vais mettre, par exemple, j'ai ici deux éléments, il faut donner deux éléments. D'accord? 100 et 120, 101. Si j'affiche la liste 3, il a rien, c'est bon. Donc, on continue. On a le deuxième type de collection, c'est les tuples. Donc, un tuple Python est très similaire à la liste, sauf que la majeure différence, il n'est pas modifiable. C'est-à-dire, il est immuable. Donc, nous créons un tuple en utilisant, bien sûr, les parenthèses. Donc, les listes, les crochets et les tuples, les parenthèses. Donc, ici, un exemple de tuple. Un tuple peut aussi contenir des objets mixtes, c'est-à-dire lui aussi, il est hétérogène. Donc, j'ai une chaîne de caractères, des nombres, des booléens. D'accord? Donc, tuple,
euh, il est semblable aux listes dans son indexation, c'est-à-dire il est ordonné et il est hétérogène. Les deux, les listes et les tables sont ordonnées hétérogènes. Ils se diffèrent concernant le point de l'immuabilité, de la mutabilité. Les tables ne sont pas mutables et les listes le sont. D'accord? Donc, je peux utiliser l'indexation parce qu'il est ordonné. D'accord? Je peux accéder à n'importe quel élément que je veux via l'indice ou bien le slicing aussi. Donc, exemple je peux même, là, je tente de modifier l'élément à l'indice numéro 2. Donc, je dis au programme Python de changer l'élément à l'indice numéro 2 par cette nouvelle valeur. Est-ce que cela est permettable? Donc, non. Pourquoi? Parce que Tuple ne supporte pas le- la mutabilité. Donc, on ne peut pas modifier les valeurs qu'on a introduites dans le premier plan, dans un premier plan. Donc, la suppression aussi, c'est un type de changement. Donc, il n'est pas alloué. Donc, pour les tables, on ne peut ni modifier, ni changer, ni ajouter, ni supprimer, ni faire tout, ni trier les éléments du table. Donc, on utilise les parenthèses juste pour une question de clarté. Mais on peut ne pas les utiliser. D'accord? On peut utiliser cette syntaxe. Donc là, on l'appelle le packing. C'est-à-dire, on prend tous ces éléments et on les met dans une seule variable. D'accord? Ça, on l'appelle le packing. Donc, Hawa, Python, il a bien arrivé à comprendre qu'il s'agit d'un table. Donc, là, le type de cette variable, c'est un table. Donc, on appelle ça le tuple implicite. Donc, le tuple explicite, c'est via l'utilisation des parenthèses. Le tuple implicite, c'est sans les utiliser. Donc, là, j'ai une fonction carré cube qui va retourner à la fois le carré d'un nombre et son cube. D'accord? On donne un nombre, on va calculer son carré et son. Donc, là, cette fonction retourne deux valeurs. Chose qui n'est pas permettable dans d'autres langages. Donc, les autres langages, il faut retourner juste un seul objet. D'accord? Mais pour Python, on peut ajouter n'importe quel type de valeur qu'on veut. Donc, d'accord? On a la déclaration, retourne de valeurs, et puis j'ai pris ces deux valeurs et je les ai mis dans une seule variable qui est res. Ça veut dire résultat. Et puis, je vais afficher le résultat. Et bien sûr, c'est un table. Donc, automatiquement, Python connaît qu'il s'agit d'un tuple. Si j'ai la possibilité de récupérer euh, ces deux valeurs retournées via l'utilisation du unpacking. C'est-à-dire, j'ai là deux éléments, donc je vais avoir deux variables pour que chaque variable reçoive l'élément en question. Donc, car va recevoir le premier élément et cube va recevoir le deuxième élément. On appelle ça le unpacking. Donc, c'est l'inverse du packing. Ici, j'ai pris plusieurs valeurs où je les ai mis dans une seule variable. Ici la fonction retourne une seule variable qui contient deux valeurs et chaque valeur va être mise dans une variable différente. D'accord? Donc, les listes, les tuples sont tous les deux ordonnés et hétérogènes. Cependant, contrairement à la liste, le tuple est immuable, ce qui signifie qu'il ne peut pas être modifié après sa création. Maintenant, un exemple de pourquoi on les utilise. Par conséquent, une liste peut être meilleure pour représenter les données qui devraient changer au long du programme. Je veux changer au long du programme les données
ou là, les éléments de la liste. Donc, il faut utiliser la liste. Pour le tuple, si je veux utiliser des données qu'on ne doit pas les changer par la suite. D'accord? Par exemple, le mot de passe, l'email, le nom, l'année de naissance. Je dois utiliser le tuple. Pardon, le mot de passe, on peut le changer. Donc, là, on va entamer le troisième type de collection, c'est les sets. Les sets ou bien l'ensemble, c'est le même principe qu'en mathématiques. L'ensemble ne contient pas d'éléments doubles. Donc, le set contient juste l'élément unique. Donc, il n'est pas ordonné, bien sûr. Il peut contenir des données hétérogènes et aussi mutables. Je peux les modifier. Donc, nous pouvons créer un set en plaçant nos données entre les accolades. Donc, les crochets pour les listes, les parenthèses pour les tuples et les accolades pour les sets. Si je donne par exemple là true et true, il y a un seul true. Pourquoi? Parce que le set comprend juste les éléments uniques. Donc, il y a une autre chose qu'il faut constater, que j'ai saisi les éléments avec un ordre bien défini. Ahmed, 26, ainsi de suite. Mais lors de l'affichage, l'ordre est changé. Donc, premier plan, j'ai true, puis 26, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'on dit que les sets ne sont pas ordonnés. D'accord? On ne peut pas les indexer aux éléments 17 par l'indice. D'accord? C'est ça la différence. Donc, si je tente d'accéder aux éléments par l'indice, j'aurai bien sûr une erreur. Set object is not subscribable. Ça veut dire vous ne pouvez pas l'accéder via l'indice. Mais on a toujours la possibilité d'ajouter ou de supprimer un élément, c'est-à-dire la mutabilité. Donc, on a la fonction remove pour supprimer un élément, on donne l'élément et pas l'indice. Bien sûr, je vais changer le 26. Là, je vais supprimer le 26, c'est-à-dire ceci, pas l'élément. Si je donne, par exemple, quelque chose qui n'existe pas, bien sûr, il y aura une erreur. Il n'y a pas de 10. Donc, bien sûr, l'élément est changé et supprimé. On peut ajouter via la fonction add. Add, et je vais ajouter true. Et par la suite, on peut ajouter plusieurs éléments via la fonction update. Donc, je peux avoir ajouté un nombre, n'importe quel nombre d'éléments que je veux. Donc, add pour les sets, c'est la même que append pour les listes. Et update pour les sets, c'est la même que extend pour les listes. D'accord? Un autre exercice, soit les deux sets suivants, set 1 qui contient ces valeurs et set 2 qui contient ces valeurs. La question c'est, écrivez un programme pour supprimer l'intersection des deux sets, set 1 et set 2. Donc on aura un troisième set qui contient juste euh, les éléments qui ne sont pas communs entre les deux sets. 5 minutes.
Je vais prendre les deux sets. Je vais créer un set vide. Set 3. Je vais boucler sur le premier set. Voilà. Element 1, set 1. If, if in set 2, set 3. Point add. Bien sûr, il y a plusieurs façons et je prends la plus simple. Add élément. De cette manière, j'aurai les éléments du set 1 qui ne sont pas dans set 2. D'accord? Et de la même façon, je vais boucler sur le set 2 et tester le set 1. Je vais prendre les éléments qui sont dans set 2 qui ne sont pas dans set 1. La même syntaxe. Donc, comme ça, je vais afficher set 3. Euh, 1, 3, set 3. On boucle. Not in, pardon, not in. Not in. Hmm. Donc, les éléments communs sont le 4 et le 5 et les autres sont non communs. D'accord? Donc, par la suite, nous allons entamer le dictionnaire. Donc, ici, on va revenir au principe de la liste. Ici, j'ai une liste qui contient des informations sur une personne. D'accord? Le nom, l'âge, la longueur, le poids, la couleur des cheveux, des yeux, et je sais pas, trop. Ah, est-ce que c'est une femme ou une personne? Je sais pas, même si c'est un booléen. Donc, ici, je vais je vais accéder à l'information du nom par l'indice. Non, je sais bien que le nom, il est dans l'indice numéro 0. Donc, le nom, P0. Les couleurs de la couleur des cheveux, c'est dans l'indice numéro 4. Là, j'ai pas exécuté cette cellule. Donc, le nom via l'indice et les cheveux via l'indice. Par contre, je peux utiliser le principe du dictionnaire, c'est-à-dire d'accéder aux éléments non pas par l'indice, mais par une clé. Donc, le dictionnaire vous donne la possibilité d'associer à chaque valeur une clé. Par exemple, pour une personne, je vais utiliser la clé nom pour enregistrer son nom et l'âge pour enregistrer l'âge, la taille, et ainsi de suite. Marié ou pas. Donc, d'accord? Et de cette façon, pour accéder au nom, je vais utiliser la clé. D'accord? La clé nom. Et pour les cheveux, je vais utiliser la clé cheveux. De cette manière, c'est plus simple. Ça, c'est un cas d'utilisation euh, du dictionnaire qui est
plus fiable, on prend en considération les listes, vis-à-vis les listes. Donc, on appelle l'index nom et cheveux sont des paires. La paire contient, bien sûr, le nom et les cheveux, ce sont des clés, et leurs valeurs, ce sont Ahmed et Noir, mais les deux paires, on les appelle les clés valeurs, les clés et leurs valeurs. Elles sont séparées par les deux points. Et chaque élément du dictionnaire, chaque deux éléments sont séparés par une virgule. Donc, les virgules séparent les éléments du dictionnaire et les deux points séparent les paires clés-valeurs. Donc, dict est également mutable, c'est-à-dire on peut changer, modifier, ajouter, supprimer des éléments. D'accord? Donc, là, pour pdict, c'est-à-dire un dictionnaire sur les personnes, j'essaie d'ajouter une clé repas favori avec la valeur couscous. Là, le repas favori, en premier plan, je n'avais pas cette clé-là. D'accord? Mais si vous faites comme ça, automatiquement Python, s'il ne trouve pas cette clé, il va l'ajouter. Par contre, si je prends par exemple une clé qui existe, par exemple le nom, c'est la même syntaxe entre l'ajout et la modification. Donc, par exemple, en, non, non majuscule, la minuscule, le nom et je mets Ali. Là, je vais vous donner un exemple de l'utilisation de. Là, je vais utiliser une clé qui existe déjà. D'accord? Et là, j'ai utilisé une clé qui n'existait pas. Donc, dans le premier cas, de la première ligne, c'est un ajout. Dans le deuxième cas, c'est une modification. Même si la même syntaxe. Donc, par exemple, on va chercher la clé. S'il la trouve, il va ajouter, il va modifier la valeur avec la nouvelle. S'il ne la trouve pas, il va ajouter une autre paire clé-valeur avec la clé et la valeur que vous avez donnée. Pour les listes, on utilise le add pour ajouter, append. Pour les sets, on utilise le add. Mais pour le dictionnaire, c'est juste une simple affectation. On peut même ajouter ou utiliser la fonction update comme les sets pour ajouter un ensemble d'éléments de paires clés-valeurs. C'est-à-dire, on ajoute, par exemple, ici, on a ajouté le téléphone, le nombre de frères, le nombre de sœurs. Donc, trois paires clés-valeurs, donc entre crochets, entre accolades, pour dire que c'est un dictionnaire, et on fait le update. Bien sûr, elles vont être ajoutées à la fin du dictionnaire. On peut remplacer ou supprimer les paires clés-valeurs, bien sûr. C'est un remplacement. Et pour la suppression, on utilise pop, comme les listes. Donc, pop frère, on va supprimer la paire où la clé est frère. Donc, on n'aura pas ici la paire clé frère. Et là, il n'est pas ici. On peut même supprimer avec le mot-clé del. C'est la même chose ici. Naya, j'essaie de supprimer la paire clé-valeur avec la clé frère, mais il m'a dit que key error, frère n'existe pas parce que je l'ai déjà supprimé auparavant. C'est pour cette raison. Donc, on a trois types de récupération de données des dictionnaires. Soit on veut récupérer les clés,
juste les clés via la fonction keys, juste les valeurs via la fonction values, ou bien des paires, les deux paires clés et valeurs en même temps. Hada, c'est un itérateur, on peut boucler sur cette fonction. Donc là, j'ai seulement les clés, là, j'ai seulement les valeurs sous forme de liste. Hein, sous forme de liste. On a juste des paires clés-valeurs sous forme de liste, bien sûr, et chaque élément, c'est un table. Et à la fin, on va entamer le principe de la compréhension. C'est une syntaxe spéciale à Python pour combiner l'itération et les conditions avec la création d'une structure de données. On peut créer soit les listes, soit les tables, soit les dictionnaires, soit les sets dans une même seule ligne, dans une seule ligne. D'accord? Par exemple, ici, regarde, je vais créer un rang d'éléments de 0 à 10 et à chaque fois, je prends l'élément et je fais le carré. Et ce carré, je l'enregistre dans une liste. C'est ça la compréhension, dans une seule ligne. En deuxième plan, j'ai créé un dictionnaire des carrés. Je vais créer des éléments de 0 à 10 via range et boucler sur elle. Et à chaque fois, je crée une clé et la valeur associée, c'est le carré de cette clé. Donc, comment savoir les éléments que j'ai enregistrés ou là j'ai créés? C'est la syntaxe après le for. Après le for, ça veut dire ceci, c'est cela qui va être comme élément dans votre collection. Et comment je peux savoir le type de collection? C'est via les crochets, soit les crochets, soit les accolades. D'accord? Là, c'est une liste des carrés des éléments. Là, c'est un dictionnaire avec la clé. C'est un élément de 1 à 10 et là, sa valeur, c'est 100 carrés. Donc, on va voir l'exécution, la sortie de l'exécution. Pour la liste, j'ai 0 jusqu'à les carrés de 0 jusqu'à 81. Et pour les dictionnaires, j'ai le 0 et son carré, c'est 0. Le 1, son carré, c'est 1. Le 2, le carré de 2, c'est 4. Le 3, le carré de 4, c'est 9, ainsi de suite. Dans une seule ligne. Je peux même, par exemple, ici, boucler sur les items ou là, les paires d'un dictionnaire. Donc, là, le paire d'un dictionnaire va me retourner deux éléments. À Wanaya, si je prends dict items, j'ai deux éléments comme table. Donc, deux éléments, je peux utiliser de variables pour les récupérer. C'est-à-dire utiliser le unpacking. Donc, j'ai deux éléments, je vais utiliser deux variables. Key and value. Key v. Donc, add key v, je vais les utiliser ici avant le for. Donc, key va être la clé, c'est la même, deux points. Et la valeur, ce n'est pas v, c'est le type de v. D'accord? Donc, j'ai la clé et la valeur de... J'ai un dictionnaire. J'ai un dictionnaire avec chaque clé est associé au type de la valeur du dictionnaire predict. Donc, là, pour le nom, le type de la variable stockée associée avec le nom, c'est une chaîne de caractères. Avec l'âge, c'est un entier, ainsi de suite. Donc, la compréhension, voilà, un peu difficile, mais avec l'utilisation, c'est très facile et très lisible en même temps. Je peux même utiliser des conditions. Par exemple, là, je vais boucler sur tous les éléments d'une liste. Je vais prendre l'exemple là. Je vais boucler sur tous les éléments d'une liste. Je vais ajouter une condition. Est-ce que cet élément est pair ou non pas pair? Donc, je vais dire est-ce que x modulo 2 est égal à 0. Donc là, je vais créer
je vais créer une liste des carrés des éléments où je vais mettre juste les carrés des nombres pairs. D'accord? Donc, Ré, c'est le carré de 0, de 2, de 4, de 6, ainsi de suite. D'accord? Là, j'ai mis une condition lors de la création d'une liste comprehension. Donc, le même code que j'ai utilisé ici va prendre plusieurs lignes. Donc, if. Donc, la ligne, هذه, voilà, c'est équivalente à ce code-là. D'accord? Dans une même ligne. Mais باش تعرف انت les éléments qui sont enregistrés dans la liste, c'est avant le for. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous allez le for, vous pouvez utiliser un autre for si vous avez deux listes. Par exemple, j'ai هذا le x هذا, lui aussi c'est une liste. Donc je peux boucler sur cette liste. D'accord? Je peux utiliser le premier for, la liste extérieure, et le deuxième for pour la liste intérieure. Et je peux même faire des conditions. Et à la fin, je vais saisir le type de données que je veux. D'accord? Donc, c'était ça la dernière cellule euh, de ce notebook. Euh, Avant de clôturer, est-ce que vous avez des questions, quelque chose qui n'est pas clair? Vous pouvez contacter. كاين شي سؤال؟ Donc c'est bon, à la prochaine, Inch'Allah. Salam.